Nous avons avec nous en ligne Madame Sandrine Desforges, qui est secrétaire générale de la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal. Bon après-midi, Madame Desforges. Bonjour, merci de me recevoir. Ça va bien, Madame Desforges? Ça va très bien, et vous? Oui, très bien. Alors, on parle beaucoup ces jours-ci de liberté académique des enseignants et les étudiants demandent aussi une liberté académique pour eux et même la dignité pour les étudiants. Alors, expliquez-nous ça, Madame Desforges. Oui, mais en fait, c'est une question qui est très complexe, évidemment, sur que il est crucial d'effectivement avoir un milieu universitaire qui permet d'avoir des échanges. Sauf que pour avoir des échanges, des réflexions, des débats de manière sécuritaire, la prémisse est donc que le milieu universitaire doit lui-même être sécuritaire. Et malheureusement, pour encore de nombreux groupes étudiants, notamment issus de la diversité, le milieu universitaire n'est pas encore sécuritaire. Au quotidien, il peut y avoir de nombreuses manifestations encore du racisme systémique dans les classes de cours et même à l'extérieur, dans les échanges entre les enseignants et les étudiants ou entre les membres de la communauté étudiante directement. Donc, le nerf de la guerre, selon nous, c'est vraiment là, s'assurer de comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les universités soient réellement des milieux qui soient inclusifs et qui soient sécuritaires. Et là, vous le savez très bien, Madame Desforges, il s'agit bien d'un effort qui doit être fait exclusivement par les universités dans la mesure où les universités sont des entités autonomes. Il ne faut pas s'attendre à ce que c'est l'État qui intervienne. J'ai parlé de l'État puisque dans le débat, même le Premier ministre s'en est servi pour appuyer le camp adverse, si on peut parler d'adversaire. Eh bien, actuellement, à l'Université de Montréal spécifiquement, il y a une démarche qui est en cours justement de consultation large de la communauté universitaire. Ça inclut notamment la communauté étudiante. Et pour nous, c'est primordial que cette démarche-là puisse se faire, du moins localement, chez nous, pour s'assurer qu'on puisse entendre directement les populations concernées. Donc, je dirais que la principale crainte, en fait, serait que quelconque influence externe vienne nuire un peu à la possibilité de réellement entendre nos étudiants et étudiantes, notamment des groupes issus de la diversité, sur, selon eux et elles, quelles sont les préoccupations à adresser. Et là, est-ce que c'est une démarche véritablement engagée? Est-ce que vous avez la garantie qu'à l'interne, à l'Université de Montréal, il va y avoir un suivi et que l'université, consciente de son rôle dans la société, va s'asseoir avec vous et va effectivement débattre de la question parce qu'il s'agit de droits quasiment collectifs qui ne devraient pas s'opposer les uns aux autres ou l'un à l'autre? On travaille très fort pour s'en assurer, effectivement. Actuellement, là, c'est l'étape de détermination des modalités de consultation. Donc, les consultations ne sont pas encore entamées. Par contre, nous, dans cette étape-là, ce qu'on s'assure de faire, c'est de consulter nos groupes étudiants pour que les modalités qui vont être déterminées soient elles-mêmes inclusives et permettent à tout le monde de se prononcer. Certaines personnes seraient plus à l'aise, par exemple, de vive voix ou d'autres, au contraire, ne le seraient pas du tout. Donc, s'assurer d'offrir des conditions optimales pour que tout le monde puisse réellement faire entendre sa voix. Et une fois que les consultations vont être entamées, bien nous, ça va être notre travail de s'assurer d'en faire la promotion maximale pour que tous nos groupes puissent réellement faire entendre leur voix et que le rapport qui en découle soit réellement représentatif de la communauté parce que c'est la seule façon, selon nous, que la démarche peut arriver avec un succès réel. Madame Desforges, votre entreprise est d'autant plus périlleuse qu'il ne s'agit pas d'une position uniforme chez les étudiants. Parce que la plupart des situations se présentent avec des étudiants eux-mêmes qui font partie, je dirais, de la majorité et qui ne comprennent pas toujours que la minorité peut avoir des droits également. Et les problèmes au départ, dans certains cas, se posent entre étudiants. C'est une question qui est vraiment intéressante que vous soulevez là. Et en fait, c'est pour ça que, selon nous, là, une des pistes de solution qui doit absolument pas être traitée de manière distincte de la liberté académique, c'est la formation de la communauté universitaire sur les enjeux liés à la diversité et à l'inclusion de la diversité. Donc, ce qu'on demande aussi en parallèle de la démarche qui est en cours là, par rapport à la liberté, c'est vraiment de créer en fait des formations, tant pour les membres du corps enseignant, mais également pour les membres de la communauté étudiante, là, comme vous le soulignez, pour vraiment sensibiliser tout le monde à c'est quoi les enjeux, c'est quoi les défis qui sont vécus par les différentes populations étudiantes, c'est quoi les traumatismes également qui perdurent et
pourquoi différentes façons d'amener du contenu en classe, par exemple, peut faire ressortir ces traumatismes-là. Donc, je suis effectivement très consciente que la sensibilisation, elle doit se faire à large échelle, effectivement. Et là, vous avez encore l'autre difficulté du fait que, oui, tous les droits comptent, Black Lives Matter, comme on dirait, n'est-ce pas? Tous les droits comptent, sauf qu'il s'agit de droits de groupes minoritaires et on a tendance à les oublier, ces groupes minoritaires, ces groupes racisés-là. Ben, en fait, ces groupes sont effectivement souvent ceux qui doivent marteler en classe pourquoi certaines façons de faire sont problématiques. Et nous, ce qu'on veut s'assurer de faire, c'est avec notre organisation qui représente l'ensemble de la communauté étudiante, l'outil le plus possible ces différents groupes-là pour pas qu'ils aient à porter eux-mêmes leur voix. Donc, s'assurer de mettre en place les mécanismes pour qu'ils puissent se faire entendre, puis le plus possible là, agir afin réellement que les décisions qui soient prises par l'institution ne soient pas à l'égard uniquement des groupes majoritaires, comme malheureusement c'est bien trop souvent le cas, mais réellement écoutent les voix des personnes concernées qui sont trop souvent oubliées. Mme Desforges, l'université, c'est l'endroit où on réfléchit par excellence. Et ceux qui dirigent les universités devraient être conscients de ce type de problème-là, conscients qu'il faut effectivement permettre qu'il y ait un débat sur un sujet aussi sensible, aussi à la mode, entre guillemets, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que le problème ne se posait pas, mais c'est de plus en plus à la mode. Est-ce que ça vous surprend de voir que vous ayez à faire autant d'efforts pour amener des dirigeants d'université, des professeurs d'université à s'asseoir et à concéder que même les groupes minoritaires doivent jouir de leurs droits, parce qu'ils ont des droits aussi? Je dirais en fait que par rapport directement à cette question-là, l'Université de Montréal a été assez ouverte assez rapidement. Actuellement, comme je le mentionnais, il y a une démarche qui est menée là, qui s'appelle la mission du recteur sur la liberté d'expression, qui est menée par l'Université de Montréal, mais auquel justement l'ensemble de la communauté étudiante pourra se faire entendre. Par contre, ben, nous, évidemment, ce qu'on veut s'assurer, c'est que, outre ce premier gage d'ouverture du dialogue, ça se répercute en des actions concrètes qui vont également aller dans le sens de la communauté étudiante. Donc, c'est plus là où je pense que le travail va être vraiment crucial, s'assurer que à la suite de cette première ouverture, là, il y a des répercussions concrètes sur le terrain et que ça reste pas uniquement dans la haute administration, mais vraiment qu'on voit un impact dans les salles de classe directement. Madame Desforges, vous avez vu ce qui est advenu en France avec un professeur qui se permettait d'utiliser son savoir pour enseigner et faire la transmission de ce savoir à des étudiants et il s'en est suivi ce qu'on sait, un professeur qui a été décapité. Alors cela dit, qu'est-ce que vous êtes prête à faire, n'est-ce pas, comme étudiant, à concéder quand même que les professeurs ont le droit d'utiliser, enfin, les mots qui expriment une certaine réalité, même s'il s'agit d'une réalité passée, mais utiliser des pans de l'histoire pour justement transmettre ce savoir-là? Ben, un élément crucial, en fait, qui n'a pas nécessairement été abordé dans votre question, mais c'est pas uniquement les mots qui sont abordés, mais la façon de le faire. Évidemment, les deux sont des éléments importants, mais quand je parlais de formation plutôt, c'est également précisément ça. Comment peut-on sensibiliser les membres de notre communauté à prendre conscience que certains contenus de cours sensibles et pas uniquement liés là, à la question du débat qui a fait surface à l'automne entourant le mot en haine, mais vraiment entourant différents enjeux qui vont avoir des connotations particulièrement lourdes pour différentes communautés. Comment ces sujets peuvent être amenés dans les salles de classe lorsqu'ils peuvent l'être. Et c'est là en ce moment où il y a une lacune parce qu'il n'y a pas de formation obligatoire pour l'ensemble des membres. Donc, c'est un petit peu à géométrie variable d'un cours à l'autre. Est-ce que vous craignez d'être dans un transfert de rôle, un changement de rôle à jouer à l'enseignant pour ces enseignants-là, justement? En fait, c'est pour ça que ce qu'on veut s'assurer, c'est que la démarche émane de l'université, mais que les formations soient créées en incluant les populations étudiantes. Donc, c'est pas une formation qui serait créée par l'association étudiante. Effectivement, je crains malheureusement que la mobilisation et la participation à ce genre de formation serait restreint, mais plutôt qu'on travaille pour s'assurer que l'institution mette en place une formation qui, elle, tienne compte de l'ensemble des besoins et encourage elle-même l'ensemble des membres de la communauté à y prendre part là, pour solliciter l'engagement le plus grand possible de l'ensemble de la communauté.
Je voudrais vous faire un compliment parce que je trouve que c'est sagesse de votre part. En général, on voit les étudiants se lancer tête baissée dans des débats comme ça, mais surtout dans leurs engagements. Maintenant, dernière question, Madame Desforges. Étant donné que lorsqu'on entame des études, même si on doit arriver à des études doctorales, post-doctorales, mais ça dure un temps, qu'est-ce qui nous assure que le travail qui est fait aujourd'hui sera préservé, sera conservé et restera, même quand cette équipe-là aura pris d'autres fonctions et commencera une autre vie? C'est une très bonne question et c'est une préoccupation qui est effectivement très chère à la communauté étudiante. Là. Ce qu'on veut s'assurer, en fait, c'est que ces questions-là d'ordre d'inclusion de la diversité, étant tant dans la salle de classe, mais aussi dans l'accès aux études, tout simplement, parce qu'il y a encore beaucoup de freins à l'accès aux études, on veut s'assurer que ces préoccupations-là soient inscrites dans les planifications stratégiques de l'université. Donc, la planification stratégique s'étale sur un nombre bien plus grand d'années, et non seulement ça, ça reste de manière beaucoup plus prolongée dans l'histoire, si je peux dire, de l'institution. Donc, pour nous, c'est vraiment crucial que ces engagements-là ne soient pas dans des documents qui sont cachés au fin fond des tiroirs, mais plutôt dans les valeurs mêmes de l'institution pour s'assurer que ça ne se perde pas au fil du temps. Sandrine Desforges, secrétaire générale de la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi et je vous souhaite bonne chance et j'espère qu'on se reparle de nouveau. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Au revoir.